Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première vidéo de la saison 2025-2026 officiellement. Je me suis dit pour l'occasion que c'était bien de peut-être commencer avec mes attentes, qu'est-ce que je prévois, qu'est-ce que je vois dans l'agenda du Canadien de Montréal pour cette année. Elle va être divisée en trois parties. Donc premièrement, on aura un peu une loupe, un zoom sur 8 à 9 joueurs, un peu plus en spécifique sur lesquels je veux mettre plus d'emphase. Par la suite, on aura une tier list des espoirs. Et pour finir, on aura une profondeur, une depth chart des joueurs du Canadien de Montréal avant même que le camp ait commencé. Je pense que c'est bien de justement pas être biaisé par des performances au camp. Donc, c'est ça. On se lance tout de suite. Je vais juste faire un petit contexte rapide. Donc, on sort d'un rebuild. Je pense que là, c'est la première saison depuis que Kent Hughes et Jeff Gorton sont à la barre du Canadien qu'il y a vraiment une pression de performer. L'année passée, bon, ils avaient dit au golf qu'ils voulaient être dans le mix, mais on s'entend que dire dans le mix, ben, c'est plus ou moins une pression. Là, cette année, je m'attends à ce qu'ils disent les playoffs, comme on les a fait l'année passée. La fenêtre, on sait, elle peut se refermer très vite pour certaines équipes, mais là, pour le Canadien, c'est tranquillement en train de s'ouvrir. Selon moi, c'est aussi une saison déterminante pour un peu le potentiel de la domination que le Canadien pourrait avoir. Donc, est-ce que c'est une dynastie qu'on est en train de développer? Est-ce que les joueurs qu'on voit, les jeunes joueurs, les jeunes futurs stars potentiels, est-ce qu'elles vont prendre la place? Ou est-ce qu'on va peut-être plutôt avoir une saison stagnante ou est-ce qu'on aura des déceptions? Je pense que c'est une saison qui va vraiment vouloir en dire beaucoup sur les attentes qu'on peut avoir dans la prochaine décennie. Donc, il y a aussi des choses qui se passent, là, mettons, en ce moment, en date d'aujourd'hui. Le salaire de Price n'est toujours pas échangé, donc c'est sûr que ça, c'est quand même un gros fardeau en ce moment pour l'équipe. Donc, première partie, on va y aller avec le zoom sur les joueurs. Je veux commencer par Demidov. Je pense que c'est le joueur qui est, qui est vraiment le plus excitant pour la majorité du fanbase, la majorité des chroniqueurs, des journalistes, même de la Ligue en général. C'est peut-être le joueur qui aura le plus de regard dès le début. Euh, c'est un peu vu comme le gars qui est supposé de gagner le Calder cette année. On le sait qu'à chaque année, il y a toujours un favori pour le gagner. L'année passée, c'était Celebrini en début de saison. Mitchkov, il y a Hudson qui est arrivé un peu pas de nulle part, mais dans le sens, je pense pas que les gens s'attendaient à ce qu'il hit the ground running, comme on dit. Mais Demidov, c'est vraiment lui cette année qui a les meilleures chances de l'emporter. Si on va sur les sites de Paris, ben c'est Demidov qui a les meilleures cotes. Pour Demidov, ce que je veux parler un peu, c'est le fait que moi, je sens que, un peu comme Hudson l'année passée sur le power play, je pense que Demidov, en fait, c'est la première fois que Slavkovski a vraiment de la pression d'un joueur à l'interne de perdre son poste sur la première ligne. Je pense que Demidov, son intelligence au jeu, ses talents juste raw, ses talents purs, est trop de haute qualité, de haut niveau, élite, que si Slav ne performe pas dès le début de la saison, ou si Caulfield, ou peu importe, s'il y a quelque chose qui marche pas dans la première ligne, Demidov va être là pour le pousser. Euh, je pense que, optimistement, Demidov a une saison de 80 points, c'est dans les cartes. Je pense que moi, mon attente neutre, ça serait 65 points et plus. Et je serais, étonnamment, là, c'est une recrue, mais je serais déçu en bas de 60 points. Je pense que on a Hudson qui a fait 66 points. On s'entend qu'il était un peu plus vieux, mais c'est un défenseur. Moi, des mid je m'attends, c'est ça. 65 points et plus, en bas de 60, je suis déçu. 80 points, je suis super content. Je pense que c'est la pression qu'on peut mettre sur ce jeune-là. Je pense qu'il y a ce talent-là. C'est un joueur dont plusieurs chroniqueurs ont dit que c'est peut-être le meilleur joueur repêché par le Canadien depuis Guy Lafleur. C'est pas le meilleur joueur depuis Guy Lafleur, mais c'est un joueur avec énormément de talent. J'ai regardé plusieurs matchs de lui l'année passée en Russie et je peux vous le dire, c'est un gars qui va aller loin dans sa carrière. Moi, je pense que justement, dès cette saison, il devrait être au moins dans le top 5 des points de l'équipe. Par la suite, il n'y a pas vraiment d'ordre dans les joueurs. On va y aller avec Goulet, que je veux juste parler un peu parce que ce défenseur-là, moi, je l'adore depuis son repêchage. Euh, c'est le genre de joueur qui passe un peu sous le radar souvent, mais que quand il est en santé, ça paraît dans l'équipe, ça paraît sur la feuille de pointage, même si lui, il fait pas nécessairement les points, mais les autres équipes ont peut-être plus de difficultés à scorer. Donc vraiment, pour lui, là, c'est juste la santé. S'il vous plaît, peux-tu rester en santé, Goulet? C'est un pilier.
c'est peut-être cette année, c'est peut-être le genre de 1A, 1B là, avec Hudson, selon moi, ça pourrait être le genre de défenseur, peut-être même Dobson. C'est le genre de défenseur qui peut vraiment prendre ce rôle de jouer contre les gros trios adverses. Un duo Goulet-Dobson, pour moi, ça serait incroyable. Je veux dire, un défenseur un peu plus physique, défensif en Goulet et un défenseur plus offensif du côté de Dobson. Je verrais ça vraiment. Puis moi, pour moi, 30 points, ça serait atteignable pour notre défenseur de 22 ans. Par la suite, Hudson. Donc, moi, je veux juste une continuité dans ce qu'il fait. Je m'attends pas à 80 points nécessairement, même si je pense que c'est dans les cartes avec le power play 1 dès le début. Est-ce que c'est Demidov qui s'en va sur le premier power play puis on remplace par Lainé. Donc là, il y a manière que vraiment Hudson se rende à 80 points, mais sincèrement, encore une fois, je pense que j'ai des pressions hautes, mais je serais déçu en bas de 70 points. Il vient de faire 66 points. Moi, je pense que là, il sait comment la ligue fonctionne. On le sait que d'habitude, il y a la deuxième année peut être plus difficile pour les jeunes, mais Hudson m'a pas l'air d'un gars qui va se prendre à la légère et qui pense qu'il est arrivé. Là. Je pense que là, en plus, il n'a pas été invité au camp de l'équipe États-Unis. Donc, je pense que il y a une flamme à l'intérieur de lui qui veut réussir, puis ça a l'air d'être ce gars-là depuis tout le temps, en fait. Puis c'est un gars avec énormément de cœur au ventre, donc moi, c'est ça. En bas de 70 points, je suis déçu. Puis quand je dis déçu, c'est vraiment parce que, justement, j'ai des attentes hautes là, pour cette équipe-là. Je pense que les dirigeants ont construit quelque chose de vraiment de haut niveau. Par la suite, je veux parler un peu de Slav. Je pense que lui, il faut juste qu'il soit on, il faut qu'il soit allumé dès le début de la saison. Puis comme j'en parlais avec Demidov, je pense que là, il y a une raison encore plus externe à lui de pourquoi il devrait être on dès le début de la saison. C'est que si il l'est pas, ben il va perdre sa place, puis il va peut-être pas la retrouver comme dans les autres saisons où est-ce que là, bon, on essayait de trouver un remplaçant, mais Anderson, Newhook, à un moment donné, c'est pas tant du haut niveau, mais Demidov, je pense qu'une fois qu'il est installé sur le premier niveau, le premier trio, ça va être un peu dur de le déloger. Donc là, tu sais, Slav, il faut que ça soit maintenant. Puis je pense que s'il est on dès le début de la saison, on peut s'attendre à du 60 points. Moi, j'aimerais ça 60 points cette année. Je pense que c'est une estimation neutre de dire que là, il rentre dans son contrat de 7,7 millions. 60 points, ça serait dans les cartes. Euh, Est-ce que, bon, il y a des choses qui sont sorties comme quoi il y a des gens qui s'attendraient à 65, 70 points. Même lui, il se mettrait de la pression pour un point par match. On s'entend, c'est quand même beaucoup demandé. Est-ce que c'est un gars qui va atteindre un point par match dans sa carrière? Peut-être, fort probablement, mais c'est pas le genre de joueur que tu t'attends juste à des stats. Tu t'attends aussi à le, le jeu complet. Et donc, moi, c'est aussi ça que je m'attends. C'est pour ça que je dis à 60 points, je suis content. C'est une augmentation de l'année passée. Euh, Puis ça va aussi vouloir dire que il prend plus son rôle. On l'a vu en série, il était vraiment un type de joueur qu'on veut voir plus en série. C'est un type de joueur qui performe dans ces moments-là. Par la suite, Cole Caulfield, je vais pas passer par quatre chemins. Là, moi, je pense que le 40 buts, ça serait vraiment euh, ça, son point. Là. Je veux dire, Caulfield a vraiment été capable de développer son B-game, d'être plus juste vu comme un joueur qui marque des buts, puis qui s'il marque pas des buts, comme dirait Martin Lemay, à quoi qu'il sert. Il est vraiment bon créateur de jeu. Tu sais, c'est pas le meilleur défensivement, mais il est pas rendu, il est plus un trou. Il est capable de vraiment devenir un joueur complet. Donc c'est ça. Moi pour moi, mais pour lui aussi, je lui souhaite le 40 buts. Par la suite, on passe à Dak. Ça est un dossier très nébuleux, très qui crée un peu la bisbille chez les fans. L'année passée, j'ai passé toute l'année à essayer un peu de le défendre auprès de certaines personnes en disant regardez là, c'est difficile pour un joueur de ce type-là de revenir de blessure, de performer. Euh, c'est une grosse blessure qu'il avait vécu il y a 2 ans. Mais là, le problème, c'est que bon, apparemment, il serait même pas prêt pour le début du camp. Donc là, c'est quand même un peu décevant. Moi, on dirait que juste dans ma tête, je me rappelle de Dak 2021-2022. Il était incroyable. C'était le meilleur joueur au camp. Il était juste fantastique. Il est arrivé au camp en 2022-2023. C'était encore une fois le meilleur attaquant, puis il s'était blessé à la quatrième période de la saison. Donc vraiment, c'est décevant là. C'est un peu la dernière chance. Là. Il finit son contrat. Euh, ça va être dur de le backer là, cette saison si ça fonctionne pas. Par la suite, le joueur aussi qu'on discute beaucoup, mais Patrick Lainé. Donc, moi, ce que j'aimerais voir de lui, ben, c'est un peu qu'il amène le parfait secondary scoring qu'on n'a pas eu. Donc, du scoring qui est peut-être pas sur le top 6 ou qui est sur le deuxième power play. Euh,
moi, je trouve que là, en plus, il dit que c'est la première fois qu'il y a un été plein à s'entraîner. Euh, Est-ce qu'il est prêt pour lui aussi faire une saison de 40 points, de 40 buts? C'est toutes des choses qui sont là. Tu sais, s'il est capable d'accepter son rôle, de pas trop avoir de minutes en 5 contre 5, mais que sur le power play, il joue peut-être sa minute euh, à- à- sur le cercle gauche, ben, à voir. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais qu'il amène vraiment cette touche-là d'être capable d'amener des buts comme en backup et non d'être le star. Mais en même temps, ça pourrait être une option sur le deuxième trio, mais ça, on en parle plus tard dans la section depth chart. Maintenant, je veux juste parler des deux grandes nouvelles acquisitions. Donc, premièrement, on a Noah Dobson, le défenseur droitier qu'on a acquis en échange des deux premiers choix en 2025 et de Emil Heinemann. Donc, moi, j'aimerais ça qu'il retourne à son 60 points. Je pense que c'est réaliste, comme j'ai dit tantôt avec la ligne avec Goulet et lui. Je pense que ça lui donnerait plus la chance de s'aventurer offensivement, de décocher son tir, d'utiliser son beau coup de patin. Euh, Puis, je pense qu'il pourrait piloter le deuxième power play. Mais là, après, on se demande, ben, Madison, il fait quoi? Ben là, ça va être à voir. Est-ce qu'on a deux défenseurs sur la deuxième ligne? Je suis pas le coach, mais moi, j'aimerais ça que Dobson soit sur le deuxième power play. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on est allé chercher, là, dans le sens qu'on va chercher un jeune défenseur qui peut pas remplacer Hudson, parce que Hudson, c'est peut-être un des meilleurs dans la ligue dès maintenant. Mais Dobson, deuxième power play, pour moi, c'est quand même très réaliste. Et dernièrement, je veux parler de Zachary Bolduc. Donc, est-ce qu'il y aura une chimie avec Demidov? Ça serait le fun. Je pense que Bolduc, moi, il peut jouer directement sur la deuxième ligne. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi que Martin Saint-Louis a en tête. Euh, je veux qu'il continue d'être un excellent F1. C'est pour ça qu'on est allé chercher un F1. Ben, c'est quoi ses responsabilités? C'est de faire de la pression, d'être physique, de récupérer des rondelles sur la bande. Donc, mettons, je sais pas ça va être qui leur centre, mais avec Demidov, si tu as Bolduc qui est capable d'aller gagner ses batailles sur la bande et de refiler ça à Demidov, ben là, on a toute une deuxième ligne. Puis, ben, c'est ça, je l'ai dit, deuxième ligne. Moi, j'aimerais ça que ce joueur-là se ramasse sur la deuxième ligne. Donc maintenant, tier list des espoirs, la pression chez les espoirs. C'est sûr, je peux aller sur tous les espoirs en général. Là, je suis allé sur certains plus les plus importants, mettons là. Petite intervention, j'ai réalisé que je vous ai pas dit, mais il y avait plusieurs espoirs, c'est sûr. Il y en a quelques-uns que j'ai pas mentionnés, donc ou que j'ai pas inséré dans la depth chart. Donc, premièrement, ben, ça va être Riley Kidney, Aiden Papanikis, étrangement, même si c'est un choix de premier tour, Meshar. Je n'ai pas mis non plus Atos Koivu, même s'il a connu un très bon Summer Showcase, il devrait avoir des très bons championnats mondiaux juniors avec la Finlande. Sinon, Owen Prutz non plus n'est pas mentionné. Notre nouveau gardien de but, Arseny Radkov, j'ai pas mentionné. Volokin non plus. Miller non plus. Cournoyer non plus. Et Kapanen, je l'ai pas mentionné, j'ai un peu oublié. Je pense qu'il fit très bien dans la pression, mais bon, je l'ai oublié. Pour moi, c'est un gars qui quand même doit avoir une grosse année pour se démarquer là. Donc, je vous le dis juste comme ça. Mais voilà, retour à la vidéo. Donc, premièrement, je vais juste vous faire comprendre là, en ce moment, vous voyez juste ici. euh, les logos au lieu des LED. Donc, premièrement, on a la catégorie c'est maintenant ou jamais. Donc, un peu, c'est le feu, là. Donc, ils doivent absolument performer, selon moi, cette saison. C'est un peu leur dernière chance de vraiment percer afin de pouvoir rester dans les plans ou de au moins de rester même avec l'organisation. Ensuite, on a à surveiller de près. Donc, ça, c'est peut-être plus les joueurs que c'est une grosse année pour se démarquer, mais que c'est pas à la fin de leur corde. Donc, la pression monte, mais c'est pas totalement la fin. Ensuite, on a encore des marches à monter. Donc, on attend de la progression, mais le time clock qui est encore raisonnable. On a ici, doit continuer sur sa lancée. Donc, un bon momentum. L'objectif, c'est vraiment de maintenir ou de bâtir là-dessus, mais il faut pas brûler des étapes. Et finalement, on a en incubation, donc vraiment les tout jeunes, là, ceux qui viennent d'être repêchés ou presque, qui n'ont aucune pression cette année. Donc, lançons tout de suite avec le premier ici. Bon, c'est VPN. Donc, on vient de voir ici qu'on a Owen Beck. Donc, Owen Beck, où est-ce que je le mets? C'est à surveiller de près. Donc, cinquième meilleur pointeur de la saison. Il a déjà joué à l'NH, dont la saison passée, il avait été rappelé pour 12 matchs, mais clairement n'était pas prêt. Euh, Cette saison va vraiment être importante pour moi parce que, ben pour moi, pour lui, est-ce que c'est un troisième centre ou un quatrième centre? Parce que euh, la plupart des joueurs, lorsqu'ils ont 21, 22 ans, là, les top joueurs de la Ligue nationale, ils passent pas beaucoup de temps à AHL.
C'est quand même un 33e pick avec quand même beaucoup d'attentes derrière. J'aimerais ça qu'il soit un des derniers à se faire couper au camp puis qu'il obtienne dans les premiers rappels, là. Donc qu'il soit un des premiers à être rappelé. C'est ça que j'aimerais qu'il monte cette année. Par la suite, on a Jared Davidson. Donc lui, je le mets dans c'est maintenant ou jamais. Même si c'est un gars qui a pas énormément d'espoir ou de potentiel, je l'ai toujours aimé. Un gars hargneux, il a un bon tir, il a un bon coup de patin. C'était le troisième meilleur pointeur du Rocket. Il a 23 ans, il va être RFA à la fin de la saison, donc agent libre avec compensation à la fin de la saison. Moi, je pense qu'un hot take, ça pourrait être qu'il va surprendre au camp et qu'il va devenir un des premiers rappels. Je pense que c'est un genre de joueur qui est parfait pour un quatrième trio. L'année passée, en pré-saison, il avait vraiment bien fait avec le Canadien, mais c'est ça. C'est un joueur avec très peu de potentiel ou en fait très peu d'attente, donc c'est souvent le genre de joueur qui va tomber entre les cracks. Les cracks. Les cracks. Par la suite, on a Adam Engstrom. Donc, lui, je le mets dans encore des marches à monter. Très bonne saison, rookie en AHL, 27 points en 66 games, il s'est rendu plus fort physiquement, il s'habitue au jeu nord-américain. Je pense que ça pourrait être une très bonne option dans une ou deux saisons pour être un parfait cinquième D, là, donc un défenseur mobile avec de l'offensive, mais aussi responsable défensivement. Il n'y a pas vraiment de pression en ce qui concerne Engstrom. C'est vraiment ça la définition de cette catégorie-là. Là. Donc, il a très bien joué, mais là, on s'attend à ce qu'il pick up un peu le pace peut-être ou qu'il continue à monter, qu'il continue à prendre peut-être du temps de jeu au Rocket. Là. Ça va être sa deuxième saison. Je m'attends à ce qu'il prenne un peu plus un rôle de leadership dans cette équipe-là en termes de temps de jeu. Là. Ce qui se passe derrière, ce qui se passe hors la glace, ça, c'est très dur de le dire. Par la suite, on a Fowler. Donc, Fowler, c'est très simple, doit continuer sur sa montée. Je veux dire, regardez, gardien de l'année en NCAA, la carrière NCAA est terminée. Il a bien joué la plupart des matchs en HL, en saison, puis en série. Avec la profondeur de gardien de but chez le CH, est-ce qu'on va voir Dobesch ou Kakkonen avec lui? Moi, je viserais peut-être plus pour un Kakkonen. J'aimerais ça qu'il joue une trentaine de matchs. Il n'y a pas encore de pression de monter en LNH, même si c'est quand même l'espoir numéro un dans les buts. Là. Donc, il doit garder le cap. Il peut pas décevoir vraiment. Euh, Puis il y a quand même le potentiel d'être peut-être dans la meilleure moitié des starters, donc d'être un top 15 gardien dans la ligue dans le futur. Donc, c'est ça. Cette année, moi, je veux qu'il continue, mais il y a quand même la pression il y a des attentes sur Fowler, donc il faut pas qu'il déçoive. Par la suite, on a Sean Farrell. Donc, Sean Farrell, ben ça, c'est très simple, c'est maintenant ou jamais. Regardez, l'espoir était perdu en mi-saison l'année passée. Deuxième moitié incroyable. C'est mérité une prolongation de contrat d'un an à deux volets. Donc déjà, ça, c'est une victoire, je pense, pour Sean Farrell parce que l'année passée, au milieu de la saison, c'était un peu abandonné. Les gens avaient abandonné, puis c'est très normal. Là. C'est un petit attaquant. Donc sûrement, il va pas passer sa carrière à Montréal, mais il doit se prouver à la Ligue en général. Donc s'il veut être échangé ou s'il veut être signé pour une équipe de la Ligue nationale pour son contrat d'après, ben c'est ça. C'est maintenant ou jamais pour lui de montrer qu'il est un joueur de la Ligue nationale et non juste un très bon joueur de la Ligue américaine. Par la suite, on a Michael Age. Donc Age, encore des marches à monter. Je pense pas qu'il y a trop de pression sur lui. Première très bonne saison en NCAA. On ne sait pas si c'est un centre certifié. Il y a des gens qui ont encore des doutes sur est-ce que c'est plus un ailier. J'aimerais vraiment une grosse amélioration de niveau statistique, surtout parce que son équipe, l'Université de Michigan, a vraiment une meilleure cohorte cette année que l'année passée. Il faut qu'il prouve que la NCAA, c'est plus son niveau. Il faut qu'il prouve qu'il est trop fort pour la NCAA. Puis, idéalement, moi, j'aimerais ça que 2026-2027, il soit avec le Rocket ou le Canadien de Montréal. Là. Donc, il arrive en fin de saison si le Canadien est en position d'accueillir un joueur comme Age ou qu'au moins il ait joué avec le Rocket à la fin de la saison. Puis, tu sais, idéalement, là, un petit bonbon, ça serait qu'il soit dans Team Canada ou World Junior. Scott Wheeler de The Athletic le voit comme l'ailier de deuxième ou troisième trio. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un allié pour Team Can, mais est-ce que ça peut être un centre dans la Ligue nationale? Ça serait très idéal, mettons, pour Michael Age. Par la suite, on a Bogdan Konyushkov. Donc, dans la même catégorie, encore des marches à monter. Konyushkov, c'est ça, il vient de signer en KHL. On ne sait pas vraiment s'il va vraiment revenir, ben pas revenir, mais devenir un joueur en Amérique du Nord. C'est le genre de joueur qui pourrait décider que il reste en KHL toute sa carrière. Au camp,
de développement. Il a pas impressionné les partisans, mais il faut pas, mais c'est normal, c'est ça. Faut pas capoter. C'est pas son style de jeu. C'est un joueur c'est un défenseur qui est très bien évalué en Russie, très, très aimé. Tu sais, le plafond est pas mal atteint, donc c'est ça. Je pense que c'est un joueur de troisième paire euh, qui va peut-être pouvoir remplacer sur une deuxième paire s'il y a des grosses lacunes, mais tu sais, c'est ça. Faut pas s'attendre à la lune pour Konyushkov, mais c'est quand même un défenseur qui est intéressant, un défenseur droitier aussi, avec qui aura beaucoup d'expérience s'il vient avec le Canadien de Montréal dans 2 ans. Tu sais, c'est un joueur qui passera pas par Laval. Fait que à voir, mais c'est ça. Konyushkov, il y a encore des marches à monter, mais en même temps, tu sais, le temps il est un peu arrêté pour lui dans le sens que on le sait qu'il pourra pas être avec le Canadien avant 2 ans. Fait que c'est ça. La pression est pas très là. Par la suite, un visage que peut-être vous ne savez pas du tout, c'est qui, mais c'est Luke Middlestat. Puis pourquoi j'en parle de Luke Middlestat? C'est parce que c'est un gars qui est vraiment apprécié au sein de l'organisation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au camp de développement en juillet passé, désolé, le CH voulait le signer directement, mais Middlestat a avoué aux journalistes que lui, son rêve, ça a toujours été de jouer pour l'Université de Minnesota, donc il voulait retourner une quatrième saison pour tenter de gagner ce qui est son rêve. Mais il a quand même 22 ans, donc il va devoir être dominant cette année en NCAA. C'est un choix de septième round en 2023 qui a été drafté à son année de draft plus 2, donc il avait 20 ans. Donc déjà, juste si l'organisation l'aime assez pour le signer, c'est parce qu'il prouve des bonnes choses. Donc il n'y a pas de pression, mais c'est un joueur intéressant. Je pense que c'est le genre d'espoir qui pourrait venir nous surprendre au camp dans 2 ans ou peut-être l'année prochaine puis faire comme ah, ok, il est plus proche qu'on le pensait de la Ligue nationale. Ça pourrait peut-être être un joueur qui vient soit être un bonus dans un échange ou permettre à d'autres joueurs de se faire échanger parce qu'on se dit ben Luke Middlestat, c'est un joueur qu'on aime bien. Puis Middlestat, oui, c'est le frère de Casey. Par la suite, on a ici un autre visage que peut-être vous ne connaissez pas, mais ça, c'est LJ Mooney, donc le nouveau bonbon des fans du Canadien. Un joueur que ça peut être étrange à dire, mais je me rappelle, il mettait des highlights de lui à 12 ans puis bon, je suis abonné à son compte Instagram depuis très longtemps, donc quand j'ai vu que le Canadien l'a repêché, j'étais bien heureux. Donc LJ Mooney, low risk, high reward, je veux dire, c'est c'est un des joueurs, c'est un des très bons petits joueurs qui ont été repêchés cette année. En 2025, là, on peut penser à Cameron Schmidt, on peut penser à Dak, on peut penser à Jérémy Loranger, on peut penser à Adam Benak, mais LJ Mooney, c'est un de mes favoris dans cette gang-là pour devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Puis il va jouer avec l'Université de Minnesota, lui aussi, les Gophers, comme Middlestat. Mais Mooney, le potentiel est vraiment sky high. Là. C'est le genre de joueur que je me dis, même s'il est 5 pieds 8, 5 pieds 9, c'est le genre de gars que dans 2, 3 saisons, avec le talent qu'il a, il pourrait vraiment surprendre puis pousser l'équipe à le mettre dans le line-up parce qu'il va juste avoir un talent offensif trop haut. Puis un petit bonbon, encore une fois, pour lui, ben, ça serait le fun de le voir avec l'équipe américaine. Puis il a très bien performé au Summer Showcase avec les États-Unis. Donc peut-être que il va forcer la main. Puis le coach de l'équipe américaine, ben, c'est son coach à Minnesota. Donc à voir, mais Mooney, c'est très intéressant. Par la suite, ici, on a Bryce Pickford. Donc, il doit continuer sur sa lancée. Éclosion dans la saison passée. Donc, c'était pas son draft year, par exemple, même s'il a été repêché en 2024. Pickford, lui, il a été repêché à 19 ans et il avait fait à peine de points. Et là, l'année passée, c'est devenu le défenseur avec le plus de buts en séries éliminatoires. Il doit continuer avec son jeu two-way. Moi, je l'ai vraiment aimé au Memorial Cup en personne. Mais là, c'est ça. Malheureusement, Medicine a été décimé par les signatures de NCAA. J'aimerais donc qu'il soit échangé dans un contender pour sa dernière saison. Puis, tu sais, ça va être à voir, justement. Est-ce que c'est un joueur qui peut... parce qu'il va signer à la fin de la saison, fort probablement, et jouer au Rocket l'année prochaine. Donc, à voir s'il continue son éclosion. Mais normalement, quand une équipe signe un joueur dans son draft year plus 1, ben, c'est parce que il pense que la progression est atteignable. Par la suite, on a David Reinbacker. Donc, peut-être que ça va surprendre certaines personnes, mais moi, je le mets juste à surveiller de près. Je pense pas que la pression est encore tant haute pour lui. Reinbacker a été blessé dans les 2 dernières saisons, juste 23 matchs en 24-25, incluant les séries éliminatoires. C'était le meilleur défenseur là, la plupart des soirs
au Rocket. J'aime vraiment son jeu et je crois que la minceur, le fait que le côté droit est très faible en termes de profondeur, euh, je pense que ça, il pourrait vraiment fort probablement disputer des matchs dans la Ligue nationale cette saison. Euh, J'aimerais qu'il force la main au camp. J'aimerais que ça soit un peu comme Caden Goulet quand il est arrivé au camp en 2021-2022. J'aimerais que il, 2022-2023, désolé. J'aimerais que ça soit juste comme, ah, ok, non, je veux dire, Ryan Backer, on peut pas le renvoyer en bas. Il est déjà meilleur que comme, c'est déjà le cinquième meilleur défenseur, mettons. C'est vraiment ça que j'espère, mais en même temps, c'est ça. Je pense que je l'ai pas mis dans c'est maintenant ou jamais parce que, à cause des blessures, à cause du fait que les défenseurs, ça prend plus de temps, on va le laisser se développer, on va le laisser monter. Mais moi, je suis un de ces optimistes pour David Reinbacher dans la vie. Je pense que c'est un joueur qui va nous faire de très beaux, il va nous rendre de très beaux services. Par la suite, un autre visage peut-être un peu moins connu pour la plupart, mais c'est Vincenz Rohrer, que lui, je mets dans doit continuer sur sa lancée. Donc, lui, l'année prochaine, ça va être LNH ou NL, donc la Ligue numéro 1 en Suisse. Il vient de gagner le championnat en Suisse et montre un certain potentiel d'être un centre de quatrième trio. Je pense qu'il n'y a pas plus que ça. Il pourra pas jouer malheureusement dans la AHL l'année prochaine parce que c'est ça. Son contrat, c'est NHL ou NL. Euh, Selon moi, ça aurait été le best là, de le voir jouer en AHL. Je pense que c'est le genre de gars qui va un peu combattre avec Kapanen sur c'est qui le quatrième centre peut-être du futur du Canadien de Montréal. Euh, mais c'est ça, la pression n'est pas encore là. Elle va quand même s'en venir rapidement par le fait qu'il repousse, il repousse en Suisse. Cette année, ça m'étonnerait qu'il fasse le line-up, mais c'est un gars qu'on va aimer, c'est un gars qui est hargneux, c'est un gars qui, les gens disent que des fois, il y a un peu de Brendan Gallagher. Fait que moi, je pense que c'est un gars qu'on va entendre parler beaucoup au camp parce que les gens vont l'aimer. Il devrait disputer quelques matchs pré-saison, mais c'est ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait un rôle avec le Canadien dès cette saison. Mais l'année prochaine, il va devoir débarquer puis être un des meilleurs parce qu'il va déjà être rendu à 23 ans. Fait que, à un moment donné, ça passe vite, hein, la fenêtre d'opportunité pour les jeunes, c'est très mince. Bon, par la suite, un visage que vous connaissez bien, Joshua Roy, ben là, lui, il n'y a pas d'autre endroit que maintenant ou jamais. Je veux dire, il était placé sur le troisième trio dès la fin, au début de la saison passée, au camp. Il a pas performé, puis il a passé la majorité de la saison à HL. Quand il a été rappelé en NHL, il a pas vraiment su s'imposer, contrairement à son passage en 2023-2024. Puis, il est RFA, donc agent libre avec compensation à la fin de la saison. Et il a 22 ans. Donc, c'est pas mal là. Parce que là, je veux dire, Joshua Roy, sa valeur commence à descendre. Les gens commencent à dire que peut-être, ou découvrir que c'est pas un gars qui peut-être met autant d'énergie à l'extérieur de la glace qu'il devrait en mettre. Il a tout le talent du monde, mais tu sais, des fois, le talent, ça te garantit pas d'être capable de te faire une place dans la Ligue nationale. C'est ceux qui travaillent le plus souvent qui se ramassent à être capables de jouer dans la Ligue nationale euh, on a day-to-day basis. Là. Donc, c'est ça pour Joshua Roy. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. Ensuite, Tyler Thorpe, donc, doit continuer sur sa lancée. Moi, Thorpe, je pense que tu sais, le potentiel est limité, mais c'est sa première saison à HL en vue. Le seul match qu'il a joué, il a eu 2 passes. Euh, Gros allié physique, 6 pieds 5 si je me trompe pas, un plafond offensif très limité, mais encore une fois, sur un quatrième, troisième trio, ça peut toujours bien le faire. Euh, sais, est-ce que ça va être un joueur qui va débarquer puis qui va un peu faire à la Florian Jacquet, donc de ramasser plus de points qu'on pensait, en même temps de garder son côté physique, puis là, en plus, il va jouer contre des hommes, donc moi, ça m'étonnerait pas de le voir dropper les gants. À voir, toujours intéressant. Et ben voilà, en parlant de lui, Florian Jacquet, je le mets dans la même catégorie parce que oui, j'aurais peut-être pu le mettre dans encore des marches à monter, mais je pense que Jacquet, il faut vraiment juste qu'il continue sur sa lancée. Euh, grosse première saison, troisième recrue dans la AHL avec le plus de buts. C'est-tu vraiment une licorne, en fait? Tous les gens riaient un peu du fait que le Canadien l'appelait une licorne, mais en fait, c'est peut-être pas juste un pic népotique, c'est un joueur avec peut-être un réel potentiel LNH. Il s'est imposé physiquement. Il montre déjà qu'il pourrait être rappelé au cours de la saison. Moi, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais que cette saison, on soit comme Hey Jacky. Ça serait cool de le rappeler si, mettons, il y a une blessure à un moment donné. C'est le genre de joueur que je verrais bien. Là.
Mais il est encore jeune, il doit continuer sur sa lancée, puis je pense que c'est le genre de gars qui devrait prendre encore plus d'importance dans le Rocket. C'est le genre de gars comme Engstrom que j'aimerais voir devenir un, un jeune vétéran, un gars qui est capable de jouer sur plusieurs phases de jeu, puis qui peut-être joue sur les deux premières lignes, parce qu'on s'entend que si tu fais juste jouer des minutes de bottom six en HL, c'est rare que ces gars-là se transposent en Ligue nationale. Donc j'aimerais ça le voir avec peut-être une plus grande charge, mais malgré le fait que tu sais, ça va pas être un gars qui va jouer sur le power play, c'est pas un gars qui va jouer sur le penalty kill nécessairement. Donc juste avoir peut-être plus de minutes en 5 contre 5. Ensuite, on a ici William Trudeau, que Trudeau, ben lui, je mets à surveiller de près parce que selon moi, c'est un grand oublié du pipeline du CH. Il roule sa bosse en AHL depuis 3 saisons. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il continue à se développer tranquillement sur une courbe quand même montante, selon moi. Tu sais, faut pas oublier que Struble, il avait le même âge lorsqu'il a craqué le line-up. Carrier en était à ses premiers matchs en LNH, puis il est pas devenu full NHL avant son D plus 7, donc 25 ans. Donc les défenseurs, ça prend du temps. Les défenseurs comme Trudeau, plus défensif, plus reculé, ça prend plus de temps à se développer. Donc c'est vraiment pas sa dernière chance. Pour ça que je l'ai pas mis dans la première catégorie. Est-ce que ça serait ses premiers rappels cette saison? Ben, tu sais, il a jamais été rappelé. Moi, je pense que c'est un gars qui pourrait être un third pairing, un septième défenseur, euh, worst case, là, je pense. Tu sais, responsable défensivement. Fait que, c'est ça. Trudeau, je le mets quand même à surveiller de près parce que je pense qu'il pourrait être un joueur rappelé dès cette saison. Et pour finir, on a notre premier choix de 2025 au repêchage et c'est Zarovski, donc joueur avec beaucoup de potentiel, quand même medium risk, high reward, dans le sens qu'il a été sélectionné au début de la deuxième ronde. Il devrait s'imposer en KHL cette saison avec son équipe, mais c'est ça. J'ai hâte de voir. Il y a encore un minimum de 2 ans en KHL. J'aime énormément la sélection parce que justement, ils sont allés pour le potentiel et non juste aller chercher un gars de bottom six. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver, lui. C'est un des gars que j'ai vraiment hâte de checker cette année. C'est sûr que je vais regarder des matchs de lui en KHL. Donc voici ce que c'était mon tier list pour la pression chez les espoirs du Canadien. Donc, prochaine section, on passe au depth chart. Donc, comment je l'ai vu, c'est au lieu d'y aller par position, parce que ça peut être quand même mélangeant, il peut y avoir des changements de position, je me suis plus dit, on va y aller par un peu emplacement dans le line-up. Donc, on va commencer avec les attaquants. Et bon, j'en ai déjà parlé avec le zoom sur les joueurs dans la première partie, mais pour le top 6, je vois vraiment une bataille entre ces 7 joueurs-là. Donc, Caulfield, Demidov, Suzuki, Dak, Slav, Bolduc, Laney. Euh, je pense vraiment que c'est entre ces 7-là qu'il va y avoir une place, qu'il va y avoir, c'est ça, une bataille pour le début de la saison. Euh, il y en a un qui va devoir clairement ne pas être sur le top 6. Je pense que ceux qui sont les plus assurés, ça serait Caulfield, Demidov, Suzuki et Slav. Par la suite, je pense que vraiment en Dak, Bolduc et Lainé, ça va être vraiment à voir. Est-ce que Dak est capable d'être le deuxième centre? Est-ce qu'il est prêt pour le début de la saison de base? Bolduc, est-ce que ça match justement avec Demidov que j'en ai parlé au début de la saison, au début de la vidéo? Et Lainé, ben, c'est ce qui est capable d'en donner plus à 5 contre 5. Je pense que c'est vraiment là le nerf de la guerre pour lui. Par la suite, on a le middle six. Donc, je pense que ces joueurs-là vont faire un cas pour être vraiment sur le troisième trio, même peut-être remplacé sur le deuxième trio s'il y a besoin. Anderson, Gallagher, Newhook, Evans. On sait que Evans va devoir vraiment avoir encore plus de rôle défensif, donc sur le désavantage numérique qui a été grandement affaibli. Par la suite, Newhook, je pense que ça pourrait être lui qui vient pousser peut-être un des 7 joueurs que je viens de mentionner pour le top 6 sur le deuxième trio parce que ça pourrait quand même être une option au centre. On sait que c'est un centre gaucher, il n'y en a pas beaucoup dans l'organisation. Donc, je l'ai quand même mis middle six parce que je pense pas que c'est un gars qui est capable d'être sur un top 6 au long terme. Je pense que c'est quand même très demandant pour lui. Il est capable d'avoir quelques bons matchs, mais d'avoir constamment cette pression-là puis ces adversaires-là, je pense que c'est vraiment gros demandé. Puis ben, pour Anderson et Gallagher, je pense que c'est vraiment des joueurs avec un rôle assuré pour le Canadien de Montréal, mais encore là, justement,
C'est quoi qu'ils vont être capables d'amener. Je pense que c'est des gars qu'on va voir sur le quatrième trio par moment, peut-être même des fois être un peu sur le troisième. Est-ce qu'ils vont être capables de garder leur rôle? Est-ce qu'Henderson va être capable de garder ce qu'il avait comme rôle l'année passée défensif, ce qu'il faisait vraiment bien? On s'entend qu'à son salaire, ses statistiques offensives sont pas assez, mais avec ce qu'il a offert l'année passée, comment il s'est réorienté, euh, comment il s'est développé dans un sens. Vraiment, moi, je pense que son salaire, il faut même plus y penser. Il faut juste voir, OK, Henderson est capable il a été capable de se réinventer. C'est ça le mot que je cherchais. Et donc, c'est des quatre gars que je vois vraiment pour le Canadien de Montréal sur le bottom six, peut-être middle six, qui vont peut-être être capables de venir offrir un peu d'aide au deuxième. Puis ben, pour finir, pour les attaquants, j'ai une liste de 7 joueurs que je vois qui pourraient être sur le quatrième trio, peut-être sur le troisième ou dans les estrades. Donc, les deux premiers, là, je veux parler, c'est Kapanen et Roy. Euh, Kapanen et Roy, c'est deux gars qui, s'ils sont pas avec le CH, je les veux pas euh, dans les estrades, je les veux avec le Rocket. Mais c'est quand même deux gars que je pense qui ont le potentiel de forcer la main à Martin Saint-Louis. Après, est-ce que ça va être une question de contrat de ah ben ces gars-là, ils passent le balotage, donc ils passent pas le balotage, donc ils sont plus faciles à renvoyer en bas. On verra si c'est une game comme ça qui se passe. Euh, il y a Veleno, Blais, qui je pense pourraient être vraiment des excellents, justement, 13e, 14e attaquants. D'habitude, il y a juste un attaquant sur la passerelle. Puis, ben, par la suite, peut-être des joueurs qui pourraient venir remplacer au cours de la saison s'ils surprennent, comme j'en ai parlé dans la depth chart il y a quelques instants, dans pas la depth chart, mais la tier list des espoirs. Ben, premièrement, il y a Belzile, juste parce que Belzile, c'est un vétéran exemplaire, mais Farrell et Florian Jacquet sont, selon moi, les plus proches. Pour la défense, donc, il y a 5 gars que je vois vraiment se batailler pour le top 4, ou en tout cas des minutes de top 4. Donc, il y a Hudson, il y a Gooley, il y a Dobson, il y a Carrier et il y a Madison. Moi, Madison, je pense que il est très aimé, il a un rôle de leader, on n'est pas dans la chambre, donc on ne sait pas c'est quoi son impact total, mais avec la valeur qu'il a, avec l'âge qu'il a, avec la situation avec son contrat, j'ai un peu de difficulté à ne pas l'échanger. Moi, ce joueur-là, sincèrement, euh, c'est ça. Je pense qu'il a vraiment offert de très bonnes minutes aux Canadiens dans les 2 dernières saisons, même 3 dernières saisons. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, on commence à être pacté. Euh, ça me dérangerait pas de l'avoir au début de la saison, mais qu'à un moment donné, c'est parce faut monnayer ces joueurs-là parce que, je veux dire, on en a des jeunes qui rentrent. Puis qui vont continuer de monter et de prendre de plus en plus de minutes. Fait qu'à un moment donné, Madison, lui, il va périr parce que il va devenir plus vieux, ça va peut-être être moins, il y aura moins d'opportunités. Donc là, justement, comme j'en parlais tantôt avec Dobson, est-ce que Madison va être encore sur le power play? Ben, si Madison n'est pas sur le power play, sincèrement, on s'entend que sa valeur va descendre, là. Les points vont plus être là. Donc, c'est ça. C'est tout des questionnements, mais je le vois encore comme un défenseur qui va pouvoir prendre au moins des 20 minutes, comme il a fait dans les dernières saisons. Et peut-être qu'il va même être capable de jouer mieux overall parce qu'il va pas avoir à surjouer puis à jouer contre des adversaires de haut niveau. Par la suite, pour la bataille plus sur le third pairing, le septième défenseur, je verrais Jacky, Struble, Del Gaizo, un joueur qui est passé vraiment sous le radar, mais qui a bien joué l'année passée avec Nashville. Un plus petit défenseur quand même, 5 pieds 11, mais c'est quand même un joueur que moi je verrais vraiment bien être le septième défenseur. Je préférerais avoir Del Gaizo qui joue pas en haut qu'un Struble ou un Jacky. Et par la suite, ben, le fameux David Randbacker qui, moi, selon moi, va être une grande surprise au camp. On va un peu faire euh, comme Goulet. Ça va être une grande surprise. Mais c'est ça. Je pense que euh, Randbacker est le quatrième défenseur à vraiment se battre pour une place cette année. Par la suite, pour les gardiens de but, ben, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Pour moi, c'est Montembeault le numéro un, Dobèche le deuxième, Kakkonen, excellent premier gardien de AHL et Fowler son backup. Kakkonen, oui, il a déjà joué dans la LNH, mais ça n'a pas été concluant à chaque fois qu'il était dans la Ligue nationale. Et l'année passée, c'est lui qui a éliminé le Canadien, ben, le Rocket en série. C'est un très bon gardien de AHL. Donc, on a fini les 3 grandes parties. Je veux finir pour la conclusion un peu sur mes projections personnelles pour l'équipe en général. Donc là, j'ai vraiment plus rentré sur les joueurs. Là, je veux plus y aller sur juste l'équipe en général. Donc, premièrement, je vais y aller comme du niveau optimisme dans le classement. Je pense que on peut viser
justement, utopiquement, une place top 3 dans la division. Je pense que dans ce qui se passe ailleurs dans la division, le Tampa Bay, Toronto, euh, il peut y avoir justement des déceptions de ce côté-là. Et donc, je pense que c'est là que le Canadien pourrait atteindre ce top 3 et être une équipe qui rentre en série d'aplomb et non juste sur la fesse, désolé de mon expression, comme l'année passée. Ensuite, neutre, je pense que ça peut être comme cette année. Donc, le wild card 1 ou 2, euh, justement, là, un peu que ça soit un statu quo au terme de classement, mais que l'équipe fasse les séries. Et pessimiste, moi, je verrais que justement, on manque les séries de une place, qu'on finisse neuvième. C'est ça. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut considérer, mais moi, les principaux, c'est un peu le retour à la normale de New York, les Rangers. Je pense que l'année passée, c'était une année vraiment décevante pour eux et il faut pas penser que cette équipe-là et, euh, et à balayer de la main autant facilement. Il y a quand même une sensiblement amélioration du côté de Détroit et de Columbus. Détroit sont allés chercher Gibson dans les buts, ça pourrait vraiment les aider. Il y a un Marco Casper qui va prendre plus de galons. Tu as des Simon Vincent, de Axel Sandin Pelika. Est-ce que Lucas Raymond va continuer sur sa lancée? Columbus avec un Adam Fantilli que moi j'adore, que je pense que ce joueur-là pourrait atteindre le point par match dès l'année prochaine. Donc, c'est plein de choses comme ça qui pourraient se passer. Et il y a aussi Ottawa qui continue à être une bonne équipe. Parce que moi, je vois Ottawa comme des contenders, non pas nécessairement, mais je pense qu'ils peuvent quand même encore en 2025-2026 peut-être avoir le petit edge de plus que le Canadien. Euh, Là, surtout en plus avec Dylan Cousins, est-ce qu'ils auront justement une attaque encore plus de puissance, puis ils ont une très bonne défensive avec leur gardien de but. Euh, c'est ça. C'est des équipes, c'est beaucoup d'équipes. Puis même une équipe qu'on pourrait aussi ne pas trop oublier, là, mais c'est Boston. Je veux dire, Boston, ils ont quand même Swayman, Pasternak et McAvoy qui sont techniquement des top 10 dans chacun de leurs positions et même peut-être top 5 en parlant de McAvoy et Pasternak. Puis pour finir, je veux un peu, à chaque année, il y a plusieurs si, des what if, des questionnements sur un peu, c'est quoi la combinaison qu'il faudrait qu'il se passe pour que le Canadien ça aille bien. Puis il y en a pour toutes les équipes, là. Puis ben moi, j'en ai trouvé 6 pour le Canadien, 6 principales. Donc premièrement, le si numéro un est-ce que Demidov va être un joueur d'impact directement, hit the ground running, j'adore cette expression. Deuxièmement, est-ce que Hudson continue sur sa lancée ou il se ralentit un peu? Troisièmement, est-ce que Monty et Dobesch sont capables de rester above average ou de rester quand même une, un, un paire de gardiens de but dans la moyenne de la ligue? Parce qu'on s'entend que l'année passée, Monty a vraiment très bien joué. Il faudrait qu'il garde ce cap-là, qu'il continue à se prouver comme numéro un. Puis il faudrait que Dobesch, bon, il y a eu un début très, très fort. Il y a eu peut-être une fin un peu moins forte, mais il y a eu des bonnes séries. Donc, tu sais, moi, j'aimerais ça que cette paire-là reste dans le, le milieu, là, donc de 12 à peut-être 17e en termes d'équipe, de paire d'équipes de gardiens de but. Quatrièmement, faut que Slav progresse. Si Slav ne progresse pas, c'est vraiment un gros élément qu'il ne faut pas oublier. Cinquième, l'échange de Bolduc fonctionne. Donc, Bolduc fonctionne dans notre line-up, c'est super important. Et sixièmement, il faut pas que le désavantage numérique soit problématique. L'année passée, on a eu un excellent désavantage numérique, mais les départs de Dvorak, Armia et Savard peuvent faire vraiment mal. Est-ce que Dobson va être capable de prendre le rôle de Savard? C'est un gros questionnement. Est-ce que Madison va être capable de jouer ces minutes-là? Est-ce que Evans, Anderson vont être capables de prendre le rôle? Selon moi, Suzuki va monter et va devenir un joueur plus de longue durée sur le désavantage numérique. Donc, c'est tout justement les 6 si que je me dis, tu sais, on s'entend, il y en a plusieurs là, mais ça, c'est les 6 principaux selon moi qui font que si toutes ces si-là ou 4 ou 5 des 6 si-là sont cochés, le Canadien est en bonne posture. Sur ce, donnez-moi vos commentaires les commentaires sur cette vidéo-là. Dites-moi c'est où vous êtes pas en désaccord, vous êtes en désaccord ou en accord avec moi. Je serais vraiment intéressé. Je pense que c'est sûr que c'est toujours un sujet justement où est-ce que tout le monde a ses attentes, a ses biais par rapport à certains joueurs, certaines équipes. Donc c'est super intéressant. Donc donnez-moi les commentaires. Et merci d'avoir écouté. Et on continue cette saison. Il y aura plusieurs contenus de même. Je sais que Renaud est en train de concocter plusieurs vidéos vraiment de haute qualité. Et aussi, on va se revoir pour les podcasts.